Bonjour, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit peu le point sur mes lectures des derniers mois. Donc là je vais faire le point sur les lectures d'avril, mai et juin. Voilà, j'avais pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc du coup vous allez avoir pas mal de livres d'un coup. Voilà, je vais essayer de faire que ça reste digeste tout ça. Allez, c'est parti. Alors, donc on va commencer, donc je vais attraper le premier. Hop, voilà, donc c'est celui-là. Donc c'est La Citadelle de Eric Metzger. Donc Eric Metzger, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, où j'avais eu son premier roman, La Nuit des 30. Pour ceux qui, peut-être le nom dit quelque chose, il fait partie du duo Eric et Quentin, qu'on voit notamment dans l'émission Quotidien. Voilà, donc plutôt humoristique. Et donc voilà, et donc Eric Metzger est aussi un écrivain. J'avais adoré son premier roman et j'avais qu'une envie, c'était de renouveler l'expérience avec lui. Et donc j'ai pris le dernier qui est La Citadelle et j'ai adoré. Donc La Citadelle, ça se passe en Corse, à Calvi. Donc pour les personnes qui connaissent Calvi, donc ça va rajouter un petit supplément, je trouve, au livre. Moi qui ai eu la chance d'aller à Calvi, de connaître Calvi, du coup c'était sympa parce que bah voilà, dans ma tête c'était vraiment très clair les lieux où ça se passait, bien que je connaisse pas tous les lieux dans Calvi, mais du coup voilà, c'était cool de voir un petit peu. Dans ma tête c'était encore plus réel. Donc alors le pitch, c'est l'histoire de Émile et de copains à lui. Ils ont fini leur année universitaire et ils vont en vacances à Calvi et voilà, et ils vont faire la fête au festival, voilà, ils vont se coucher très tard, se lever, ça dépend, tard ou tôt pour certains, enfin bref voilà, ça va être un petit peu les vacances sous le mode fiesta. Et Émile va rencontrer Andrea, une jeune femme qui vit en Corse, qui a des origines corses. Et entre eux, ça va être un peu le jeu de chat et de la souris qui va commencer. Elle l'énerve, il l'énerve, ils se plaisent, etc. Et donc tout ça va se passer sur l'île à Calvi, en Corse. Et en fait, les années vont se succéder. Voilà, donc à chaque fois, on va les retrouver l'été et on va voir un petit peu comment les personnages évoluent. Donc lui, en parallèle, on va voir que c'est pas quelqu'un qui a énormément d'argent. Donc les étés d'après, il est obligé de revenir sur l'île, mais de travailler pour pouvoir continuer à venir. Voilà, donc moi j'adore l'écriture d'Eric Metzger, j'aime beaucoup, je trouve ça fluide. On rentre vraiment dans la tête des personnages. En plus, j'adore parce qu'il écrit, donc on a tellement l'habitude. Enfin, moi j'ai beaucoup l'habitude de lire des livres où ce sont les femmes qui sont les héroïnes, on va dire, du roman, donc on est dans leur tête. Et là, c'est super agréable d'être dans la tête d'un garçon. Et je trouve ça vraiment très bien écrit. J'ai vraiment la sensation d'être dans sa tête et du coup de mieux comprendre le fonctionnement des hommes. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant du coup de ce point de vue-là. Donc vraiment, je suis fan. C'est le deuxième livre que j'ai lu de lui. Il y en a un autre d'ailleurs qui va suivre, que je vais vous présenter, et j'adore son style, donc vraiment je vous le recommande. Je pense que vous pouvez pas être déçus, je l'ai d'ailleurs recommandé à pas mal de monde autour de moi de le découvrir, et parce que vraiment c'est une très belle écriture, de très belles histoires, des personnages vraiment en profondeur, qui sont traités en profondeur. Je trouve ça vraiment top. Alors ensuite, hop. Alors, j'ai lu celui-là. C'est La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. Voilà, donc c'est un livre italien. Alors, ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'à la base, c'est tiré de faits réels. C'est-à-dire que Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait en fait une vingtaine d'Allemandes qu'il avait pris au hasard et qui étaient ses goûteuses. Donc elle goûtait tous les plats qu'il allait manger après, histoire d'être sûr qu'il ne soit pas empoisonné. Donc ça aussi, c'est toute une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est très, très peu connue, puisque d'ailleurs ce roman est né suite à une révélation de la dernière goûteuse
qui avait 84 ans, quelque chose comme ça, et qui a décidé de parler de ce qu'elle avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était vraiment voilà un sujet que finalement personne ne connaissait, ou très peu de personnes. Et donc du coup, Rosella Pastorino a décidé d'en faire un roman et de nous raconter un petit peu le quotidien de ces goûteuses qui avaient été, donc qui étaient allemandes, qui avaient été élevées dans l'idéal nazi, et qui du coup ont été enlevées entre guillemets à leur famille pour devenir goûteuses et donc potentiellement mourir selon bien sûr ce qu'elles mangeaient, s'il y avait ou pas du poison. Donc on va suivre notamment l'histoire de Rosa qui était de Berlin. Son mari est parti sur le front et elle se retrouve à aller à la campagne chez ses beaux-parents, puisque c'est la seule famille qui lui reste. Et donc quand elle arrive chez ses beaux-parents, elle est tirée au hasard par les SS pour devenir goûteuse. Donc elle va tous les jours se rendre au centre, elle va goûter les aliments avec 19 autres goûteuses, et le soir elle revient à la ferme. Donc voilà, donc on va suivre l'histoire de Rosa, ses réflexions sur le sujet, sur comment elle en est arrivée là, du quotidien de ces goûteuses qui, c'est la guerre, donc qui n'ont pas forcément de quoi subvenir aux besoins de leur famille, et donc du coup ce travail est une chance pour elles. Donc c'est vraiment très intéressant du coup d'être encore une fois dans la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue avec les Allemands, de comment ils vivaient ça finalement. Et voilà, j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors il est en 2 parties, on va dire au niveau de l'intrigue. La première partie, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais par contre une fois que, parce qu'on va dire que les choses se mettent en place, donc forcément c'est toujours un peu long quand les choses se mettent en place, mais ça reste intéressant. Mais c'est vrai que quand on arrive dans la deuxième partie, l'intrigue vraiment, voilà, elle avance d'un coup, et c'est vraiment, on est pris dedans, on veut savoir, ce qui va arriver à Rosa et à ses autres acolytes. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, et je comprends qu'il ait eu du succès et qu'il soit récompensé, parce que vraiment c'est une histoire passionnante, encore une fois, d'une petite partie de la guerre qu'on n'imagine pas, et donc c'est intéressant de ce point de vue-là d'apprendre des choses. Donc pareil, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Faut se faire la première partie, mais après voilà, on est vite pris dedans, et on a envie de savoir ce qui va se passer. Alors ensuite, j'ai lu. Donc j'ai lu Le baiser de Sophie Brocasse. Donc ça c'était un cadeau de mes beaux-parents pour mon anniversaire. Donc alors ce roman, il est très intéressant aussi. J'ai vraiment énormément apprécié. Donc le pitch de départ, on est avec Camille qui est une avocate, qui fait son bout de chemin, qui est très douée dans ce qu'elle fait, qui est un peu hautaine, c'est un peu l'avocate parisienne. Des fois on a un petit peu la représentation qu'on peut voir un petit peu des fois, qui se la pète, on va dire, et qui du jour au lendemain va voir sa vie basculer, puisque un de ses voisins, qui est le conservateur du cimetière de Montparnasse à Paris, lui demande son aide, puisqu'en fait il y a une tombe avec dessus une sculpture qui représente le baiser de Brancusi. J'espère que je le dis bien. Donc qui était un sculpteur du début vers 1910 par là, et donc qui est posé sur la tombe d'une jeune femme russe qui s'est suicidée. Et donc en fait, dans le roman, ça va être en deux temps, c'est-à-dire que avec certains chapitres, on va être avec Camille, qui du coup va faire ses recherches et qui va essayer de protéger la tombe, donc pour que le baiser ne soit pas enlevé de la tombe, et que cette jeune russe finalement ne tombe pas dans l'oubli. Donc elle va vouloir connaître l'histoire de cette jeune russe. Pourquoi est-ce je crois qu'elle a 19 ans, Tania. Pourquoi est-ce qu'à 19 ans, elle a été amenée à se suicider? Et en parallèle, donc on va être avec l'histoire de Tania, justement. On va basculer dans le Paris des années 1910-1915 par là. Peut-être même un petit peu après 1920. Et on va évoluer avec elle, voir un petit peu sa vie à Paris à l'époque, donc issue de la bourgeoisie russe, qui se sont échappés de Russie suite aux différents soulèvements du peuple, à la révolution, etc. Au tsar Nicolas II qui est tombé, etc. Donc ils ont fui pour vivre à Paris, et voilà leur bourgeoisie.
Elle, c'est une jeune femme qui, malgré l'époque, a beaucoup d'ambition. Elle veut être médecin, elle veut pas être simplement une poupée qu'on va marier à quelqu'un. Voilà, elle a des ambitions, donc qui pour l'époque forcément est assez révolutionnaire. Et en fait, elle va, au gré de ses rencontres à Paris, tomber dans le milieu artistique et notamment rencontrer Brancucci. Et donc voilà, il va y avoir une histoire qui va se mêler. Je vous en dis pas plus pour vous spoiler. Mais donc du coup, c'est très intéressant d'avoir ces deux femmes qui vivent des choses à la fois différentes et finalement qui arrivent à se retrouver dans leur parcours, dans leur évolution. Donc c'est vraiment passionnant. On est pris du coup par cette enquête. Moi, je vous avoue que j'étais même un peu dégoûtée à la fin que ça se termine. J'avais envie de rester avec les personnages, notamment avec le personnage de Camille, qui a une évolution du coup tout au long du livre qui est vachement intéressante. Et c'est vrai que quand j'ai fermé le livre, je dis « Oh non, pas déjà, je veux continuer !» Donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pareil, je l'ai passé à ma mère pour qu'elle le lise. Je le passerai à mon beau-père parce qu'il me l'a offert, mais il l'a pas encore lu. Enfin voilà, c'est vraiment un très très beau roman. Il y avait juste un tout petit bémol, j'ai eu peur au début, puisque le premier chapitre, l'auteur a un style d'écriture. Je trouvais ça vraiment particulier. Il y a même des mots, j'avoue, je les connaissais pas, donc ça m'a vraiment déstabilisée au début. Je me suis dit, oh là là, putain, c'est pas gagné. Et en fait, je disais, c'est bizarre, je trouve que c'est un ton vachement administratif. Enfin, c'est vraiment des tournures de phrases un peu particulières. Et c'est vrai que quand moi je travaille dans l'administration, enfin, c'était des tournures de phrases. J'avais l'impression d'être un peu au travail. Et en fait, en faisant un peu des recherches, mon mari m'a dit, bah oui, mais l'auteur, en fait, est haut fonctionnaire. Et je me suis dit, ah, bah voilà pourquoi du coup j'ai l'impression d'être un peu dans l'administration. Et bizarrement, ça m'a fait ça juste sur le premier chapitre et après, voilà. Alors soit je me suis fait au style d'écriture, soit elle a abandonné ce style-là, enfin bref, je sais pas. Mais passé le premier chapitre, bah, j'ai été absorbée par l'histoire. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dedans et j'avais vraiment envie d'être avec Tania d'un côté, Camille de l'autre. Et de faire avancer les choses et de comprendre ce qui s'était passé pour Tania, de voir l'évolution de Camille. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je vous le recommande. Ensuite, vous voyez, j'ai beaucoup lu avec ma liseuse. Alors ensuite, j'ai lu celui-là qui est aussi un cadeau de mes beaux-parents. Il s'appelle Le Prix de Cyril Gély. Alors, je l'ai en physique celui-là, mais je l'ai déjà prêté. Donc pareil, pour vous dire que j'ai beaucoup aimé. Donc, alors, ce roman-là, ça va être l'histoire de deux personnes. On va être dans un huis clos, en fait. Donc ça, c'est très intéressant, du coup. On va être avec Otto Hahn, qui est un Allemand. Et avec Lise, non, je me rappelle plus son nom de famille. Alors, attendez, j'ai essayé de vous dire ça. Lise Mettner, voilà. Qui est aussi allemande. Donc en fait on est en 1946, on est à Copenhague, non Stockholm pardon, je savais que c'était un pays du Nord, mais non c'est Stockholm. Et en fait Otto va recevoir le prix Nobel de chimie, on est en 1946, donc juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait Lise, qui vit à Stockholm, vient le voir, et ce n'est pas pour le féliciter, en fait c'est pour régler ses comptes avec lui. Et du coup on va être dans cette chambre d'hôtel, en huis clos avec les deux personnages et elle va régler ses comptes avec, puisque en fait ils vivaient en Allemagne, à Berlin, et ils travaillaient ensemble. Sauf qu'on apprend que Lise, elle a dû fuir, puisqu'en fait elle était juive, elle a dû fuir. Et donc en fait voilà, ça va être super enrichissant, puisque du coup on est enfermé, tout se passe dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel, avec ces deux personnages là qui se répondent finalement aux arguments des uns et des autres. Lui, il comprend pas trop ce qui lui tombe sur la tête. Il est content de revoir sa collègue, son amie, qui était même un petit peu plus que ça. Et en fait, c'est un peu la douche froide quand elle lui sort un petit peu tout ce qu'elle a sur le cœur depuis qu'elle a dû quitter l'Allemagne pour sauver sa vie, alors que c'était une grande physicienne. Donc pareil, c'est une femme forte, avec un caractère fort. C'est une histoire vraie, hein, c'est tiré de... Ces deux personnages ont existé, hein, donc c'est une histoire vraie. Donc c'est passionnant. Alors bien sûr, après le roman dans le sens du huis clos, c'est de la fiction. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais l'auteur s'est servi quand même des biographies, etc., des documents qu'il a trouvés pour construire la discussion qu'ils ont pu avoir dans cette chambre d'hôtel. Et c'est passionnant. Donc ça nous apprend
Donc il y a tout un aspect physique, chimie, puisque du coup il reçoit le prix Nobel de chimie, donc c'est en lien avec la bombe atomique, enfin, etc. Donc c'est la fusion, la fission, enfin bref, hein, là moi je maîtrise pas trop toutes ces notions là, mais voilà, c'est vraiment super intéressant à lire, et du coup on est dans cette ambiance, on a envie qu'elle lui rentre dedans, c'est ce qu'elle fait, et en même temps lui il se défend, enfin c'est vraiment super bien mené, on ne s'ennuie pas. Ce bouquin là je l'ai dévoré en 2 jours, vraiment j'étais à fond dans les personnages, alors pourtant c'est un domaine à la base, bon voilà quoi, on se dit oh là là ça peut rebuter un petit peu comme ça, on se dit prix Nobel, chimie, tout ça, et en fait pas du tout, faut vraiment passer au-delà de ça, il y a vraiment d'autres choses qui se jouent, avec comme ambiance de fond la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est encore passé pendant cette étape là, du rôle des femmes, de la condition féminine, etc. Enfin c'est vraiment un roman passionnant, et donc je vous dis je l'ai pas avec moi puisque je l'ai déjà mis dans la pile à lire pour mon beau-père. Je lui ai dit bon quand t'as le temps celui-là il faut impérativement que tu le lises. Donc voilà, donc c'est bien, il m'achète des bouquins, je les lis puis après je lui redonne. On est bien complémentaires tous les deux là-dessus. Et généralement après ça finit sur la bibliothèque de ma mère. Donc voilà, tous les 3 on se on se passe les bouquins, c'est assez cool, et après on en discute. Donc vraiment un super roman, un très très beau huis clos où on est dedans quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, hop, j'ai lu ça, un manga. Alors, qui s'appelle Félin pour l'autre. Donc déjà, j'adore le jeu de mots. De Wataru Nadatani. Oh là là, dès qu'on arrive sur les noms japonais, pas facile. Donc ça, c'est un manga que j'ai offert à mon chéri. Voilà. Et donc, en fait, ça va être l'histoire de Kensuke Fuji. Qui vit un drame. C'est un ado qui adore les chats, mais il adore à tel point qu'il veut devenir maître chat. Donc c'est-à-dire que en fait il va suivre les enseignements de Jin Nekoya pour apprendre à se comporter comme un chat et à être maître chat. Donc c'est super original puisque du coup c'est un garçon qui a une passion pour les chats, qui veut devenir maître chat. Donc c'est très rigolo. Voilà, je vais vous montrer un peu les dessins. Donc si vous êtes passionné de chats, que vous aimez les mangas, c'est clairement fait pour vous, il y a de l'humour. En même temps, on est pris dans cette histoire malgré tout de maître chat, on se dit... et c'est pas gagné quand même, parce que moi j'adore les chats, d'ailleurs, et le jeu de mots je l'ai adoré. Mais je me suis dit c'est quand même pas gagné à la base de faire un manga que sur des chats et un ado qui est passionné de chats, mais ça marche. Ça marche très bien, on est pris dedans dans son histoire d'évolution pour devenir maître chat, pour les chats de gouttière où il s'en occupe, etc. Donc vraiment pas mal du tout. Voilà, si vous cherchez un manga original, sympa, avec des dessins qui sont super bien, je vous le recommande. Moi j'ai bien aimé, on a déjà pris le tome 2 d'ailleurs pour voir un petit peu l'évolution de Kensuke pour devenir maître chat. Alors ensuite, j'ai lu celui-là. Alors c'est Juste après la vague de Sandrine Colette. Alors Sandrine Colette, moi je l'ai découvert il y a maintenant plusieurs années avec son roman 6 fourmis blanches, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc c'est un peu et les nœuds d'acier, c'est un peu la reine du polar, un petit peu, on pourrait la classer un peu dans le registre de Karine Gievel. Voilà, un petit peu le truc angoissant, toujours un peu, on part donc le premier roman que j'ai lu, on est dans la montagne, dans la neige. Le deuxième, on est dans une forêt, dans le Massif central, ou en Aveyron, ou en Ardèche, je sais plus exactement. Enfin bref, on est dans la forêt. Voilà, elle choisit toujours des lieux où on est vite oppressé. Donc j'étais contente de relire un nouveau roman d'elle, puisque j'avais bien accroché sur notamment ces 2 romans-là. Après, il y en a d'autres où j'ai moins accroché sur le côté thriller et tout ça. Mais bon, je me suis dit, tiens, voilà, je vais en lire un d'elle. Donc, juste après la vague. Donc là, on est dans un monde un peu post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a un volcan qui a eu une éruption. Et suite à cette éruption, en fait, il y a une énorme vague, un tsunami géant qui a recouvert toute la partie... le monde, je crois. Hein. En tout cas, une grosse partie du monde. Et on se retrouve avec... une famille, Louis, ses parents et ses frères et sœurs,
qui sont gardiens de phare. Et voilà, on est avec eux. Donc du coup, autour d'eux, il n'y a plus qu'une étendue d'eau. La ville en dessous a été submergée. Donc des milliards de morts. Et va se poser la question de leur survie. Puisque du coup, ils sont 9. Ils sont 9, je crois. Les 2 parents et les 7 enfants. Je crois que c'est ça. Attendez, je vous confirme ça. Et donc, il va falloir voilà, réussir à survivre. Ils sont combien? Ah non, ils sont 11. Ils sont 11. 9 enfants et les 2 parents. Voilà, donc ils sont 11. Donc il va falloir bien trouver à manger, etc. Donc il leur reste des poules, mais après il va y avoir la question de l'eau. Puis l'eau qui continue à monter, puisqu'il n'y a pas d'accalmie en fait. Voilà, la mer ne s'est pas stabilisée. Et la problématique, c'est qu'il va y avoir une barque, mais sur la barque, toute la famille ne peut pas monter en fait. Puisque ils veulent rejoindre les hautes terres. Donc là où ils espèrent que du coup la mer n'a pas recouvert toute la terre. Sauf que voilà, la problématique, c'est que c'est loin. Et s'ils montent tous dans le bateau, en fait, ils ne peuvent pas emmener de provisions pour essayer de survivre. Donc le choix va être atroce pour les parents de se dire quel enfant on n'emmène pas avec nous. Voilà. Et donc en fait, on va se retrouver avec une partie de la famille qui part sur la barque et une autre partie, donc 3 enfants, qui vont rester sur l'île. Donc ça a un côté horrible de se dire, mon Dieu, quoi, il faut faire ce choix atroce de se dire, j'essaye d'en sauver une partie, puis si on arrive aux hautes terres, on vient chercher les autres. Et en même temps, de partir sans le dire aux 3 autres, et qui, eux, quand ils se réveillent, comprennent pas où sont papa, maman, les frères et sœurs, pourquoi on nous a abandonnés, nous, et pas les autres, et comment on va survivre. Donc voilà, donc on est pris dans cette histoire avec la barque d'un côté avec une certaine partie de la famille, les autres enfants qui sont restés sur l'île. Donc c'est très oppressant forcément. Il y a des grands moments avec l'étendue d'eau et la barque et tout ce qui se passe avec l'angoisse de qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, etc. Donc c'est pas mal. J'ai bien aimé, mais je trouve qu'il y a des longueurs. Voilà, il y a des moments où on aurait pu raccourcir. C'est assez... voilà, j'ai trouvé des moments longs. Alors en plus, comme c'est sur une grande étendue d'eau, ça rajoute à la lenteur et tout. Voilà, bon, moi il y a des moments où je trouvais qu'il fallait que l'intrigue avance un petit peu plus. Et à la fin, ça se termine. Et là on se dit, bah quoi, c'est déjà terminé quoi. On n'a pas la réponse à toutes nos questions. Donc moi j'étais un peu frustrée de la fin. Et de certains moments qui étaient super longs, donc moi j'aurais bien aimé qu'elle raccourcisse certains moments et que par contre à la fin elle fasse une vraie fin avec, en gros ça se finit bien, pas bien, mal, pas mal, enfin voilà quoi, vraiment avec une fin. Alors après, avec ce genre de livre, on peut s'imaginer sa propre fin, entre guillemets, mais voilà, ça m'a un peu manqué, j'étais un peu déçue. Donc j'étais contente de retrouver l'auteur puisqu'elle sait nous faire monter la pression et l'angoisse. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim, malgré tout, avec ce thriller, ce roman bien angoissant, voilà, sur fond de mer. Ensuite, j'ai lu celui-là. Alors, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc ça, c'est une copine qui me l'a prêté. Puisque comme je vous ai dit en début d'année, j'ai lu un roman de Virginie Grimaldi, Chère Mamie, et alors j'ai pas du tout adhéré au délire. Et du coup j'étais un peu déçue puisque j'avais lu une nouvelle de Virginie Grimaldi qui m'avait vraiment captivée. Et du coup de lire ce roman-là, Chère Mamie, c'était clairement pas le bon que j'ai choisi au hasard, mais c'était clairement pas celui à prendre. Donc du coup, ma collègue m'a dit, tiens, je te passe celui-là pour te réconcilier avec elle, tu devrais aimer. Et effectivement, elle a raison, ça m'a réconciliée avec Virginie Grimaldi et son univers. Donc là, on est avec 3 femmes. Anna, la maman, et ses 2 filles, Chloé et Lily, donc de 17 et 12 ans,
qui ont une vie qui est loin d'être simple. Anna, la maman, croule sous les dettes, elle va être bientôt interdit bancaire, elle a l'huissier qui vient, bref, elle a la pression et tout. Elle travaille des heures pas possibles pour essayer de maintenir sa famille à flot. Mais voilà, elle se démène, elle se bat toute seule contre tout le monde, on va dire. À côté de ça, elle a ses deux filles, elle a Chloé qui a 17 ans, qui veut pas passer son bac, qui a plus d'illusions, qui a 17 ans, qui cherche le grand amour, mais en fait qui ne tombe que sur des mecs qui ne pensent qu'à une chose, coucher avec elle, donc elle est complètement perdue, elle va pas bien. Et à côté de ça, on a Lily, la plus petite, qui est au collège, qui subit des harcèlements de la part d'autres camarades. Voilà, et donc la maman un jour se rend compte que ses filles, qu'elle pensait au moins que ses filles allaient bien, en fait elle se rend compte que ses filles vont pas du tout bien, qu'il faut qu'elle les sauve en priorité, qu'elle se sauve elle et ses filles, et du coup elle décide de prendre le camping-car de son père et d'emmener ses filles en voyage vers des aurores boréales, puisque sa petite a fait un exposé dessus. Et du coup, bah voilà, elle emmène ses deux filles et elle pense que ça va être l'occasion de se retrouver toutes les trois, de reconstruire des liens, de les sauver elles et ses deux filles. Et donc, c'est un roman captivant. Alors moi, j'aime beaucoup ces romans quand ils sont écrits comme ça, puisqu'en fait, chaque chapitre, on est dans la tête de l'une de ces trois femmes, avec ce qu'elles ressentent, leur vision du monde. Et du coup, ça a un rythme vachement dynamique. Ce qui fait qu'on le dévore, pareil, je l'ai lu en 2-3 jours, c'était difficile à chaque fois pour moi d'arrêter, disant non, mais allez, encore un chapitre et tout. Tellement du coup le rythme est très intéressant. Pendant leur voyage, elles rencontrent d'autres personnes qui sont en camping-car, donc elles décident de faire le voyage tous ensemble du coup, pour être aussi plus en sécurité. Et voilà, et donc on va être avec ces trois femmes. Oui, je dis trois femmes parce que même si la petite a 12 ans, bah malgré tout, voilà, c'est un petit bout de femme avec un caractère, avec son passé, avec son histoire, qui est très intéressant. Chloé, c'est un très beau personnage à l'adolescence, où elle va bientôt basculer dans le monde adulte, qui se cherche, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, qui est complètement perdue, etc. Et donc de Anna, la maman, qui essaye de maintenir tout le monde à flot, et elle, la première hors de l'eau, de pas se noyer. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai adoré, ça m'a clairement réconciliée avec Virginie Grimaldi. Voilà, c'est un livre un peu feel good, comme on pourrait l'entendre. Et en même temps, tout n'est pas réglé, je veux dire, à la fin. Et ça, c'est cool aussi, quoi, je veux dire. Donc vraiment, voilà, si vous l'avez pas encore lu, si vous voulez la découvrir, bah voilà, moi du coup celui-là m'a vraiment convaincue. Et du coup, j'ai envie d'en lire d'autres. Voilà, donc merci à ma super collègue de m'avoir prêté ce livre et du coup pour que je connaisse enfin Virginie Grimaldi. Alors ensuite, j'ai lu celui-là. Alors c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Donc celui-là, j'en avais vraiment entendu parler depuis un moment. On avait d'ailleurs acheté le livre à notre grand-mère. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de le lire. Donc alors, dans ce roman, on suit l'histoire de trois femmes. Alors je vais m'aider pour les noms. Alors Smita, qui vit en Inde. Roulia, qui vit en Sicile, et Sarah, qui vit au Canada. Donc, Smita en Inde, c'est ce qu'on appelle une intouchable, c'est-à-dire que, bah voilà, elle vit, son travail, c'est, comment ils appellent ça? Moi, je me rappelle plus. Enfin bref, elle nettoie les latrines des gens plus aisés, des castes supérieures. Donc voilà, c'est son travail, donc elle est dans la merde toute la journée, c'est le cas de le dire. Elle a une petite fille. Et son rêve, c'est que sa fille ne connaisse pas le métier elle ne veut pas apprendre à sa fille le métier qu'elle fait. Voilà. Et donc, elle décide d'entreprendre un voyage pour s'enfuir de sa condition avec sa fille. En parallèle, on est en Sicile avec Roulia, qui travaille dans l'usine avec son père, et c'est une usine qui fait des perruques. Voilà, donc en fait, elle travaille dans les cheveux.
Voilà, elle trie chaque cheveu qu'elle reçoit, où ils font la tournée des coiffeurs du coin. Et elle, voilà, elle trie les cheveux avec toute des travailleuses qui, voilà, avec elle dans l'atelier. Et en fait, son père meurt et elle doit prendre la relève de l'entreprise. Et on est avec Sarah au Canada, qui est avocate, si je me trompe pas, et qui est qui se veut une super associée. C'est-à-dire que c'est une femme, elle a des enfants, mais à son travail, personne ne sait qu'elle a des enfants. Quand elle a été enceinte, limite ça s'est pas vu. Enfin voilà, elle est obligée de cacher sa vie privée pour pouvoir exceller dans sa vie professionnelle et être au même stade que les hommes avec qui elle est pour devenir associée en fait. Voilà, elle veut devenir avocate associée et donc du coup voilà, elle est obligée d'en faire plus, de montrer que c'est une femme qui peut tout gérer sur tous les fronts, voilà, qu'elle est toujours compétitive, qu'elle est toujours, qu'elle a la niaque, et en même temps que c'est à côté c'est une maman, voilà, quand elle est chez elle. Enfin voilà, c'est un peu une femme presque du coup qui s'oublie pour du coup au niveau de son métier, voilà, exceller et dépasser les hommes avec elle en compétition. Sauf que Sarah, ben, un jour, elle découvre qu'elle a un cancer. Et donc, elle va devoir se battre pour garder sa vie. Donc, elle veut se battre tout en ne montrant pas à ses collègues, bien sûr, qu'elle est malade. Elle a déjà pas montré qu'elle était enceinte. Donc là, c'est pareil. Elle essaye de montrer qu'elle n'est pas malade. Mais quand on a un cancer, ben voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on va suivre ces trois femmes dans leur parcours de vie. Et elles sont trois femmes à trois pays différents et en même temps en fait elles vont se retrouver à un moment, leurs histoires va faire lien, ça va se retrouver. Donc pareil, c'est un livre qui se lit extrêmement bien puisque chaque chapitre on est avec soit Smita, soit Rulia, soit Sarah. Donc du coup il y a un rythme, il y a une dynamique, on est vraiment pris dans ce roman, dans l'histoire de ces femmes qui se battent. L'une pour sauver sa fille, l'autre pour sauver l'entreprise de son père et l'autre pour sauver sa vie. C'est vraiment des femmes avec une volonté de faire, avec une énergie de dingue. C'est vraiment des super beaux portraits de femmes. Et ça c'est pareil, c'est un roman que je recommande. Ce sont des femmes tellement courageuses, tellement combatives. C'est très très beau. Je sais qu'il y a la version enfant qui existe et clairement je vais me la procurer pour la lire avec mes filles. Je sais pas trop comment c'est abordé, mais vraiment j'ai envie qu'elles aient ces portraits de femmes fortes. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que raconte la version enfant, on va dire. Je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, moi c'est un roman qui m'a énormément plu et pareil que je recommande à 10 000%. Alors ensuite j'ai lu, on le retrouve. Adolphe a disparu de Eric Metzger. Donc encore un roman de lui, je vous ai dit. Après il m'en restera plus qu'un à lire et je serai à jour, il pourra sortir le prochain. Donc alors là c'est l'histoire d'un homme qui vient de se faire larguer, qui le vit très très mal et qui va rendre visite à sa mère puisqu'elle lui demande de venir parce que l'un de ses chats a disparu. Alors c'est pas un de ses chats qui vit chez elle, c'est l'un des chats qu'elle s'occupe dans le bois de Boulogne. Et donc en fait on va être avec cet homme qui va aider sa mère à essayer de retrouver donc Adolphe qui a disparu. Donc bien sûr s'il s'appelle Adolphe, c'est parce que physiquement ce chat a une petite tache là. Donc voilà, ça fait bien sûr penser à Adolf Hitler. Et donc on va être dans cette forêt du bois de Boulogne qui est une vie à part finalement dans Paris et ses environs. Et donc c'est très intéressant, on est encore une fois dans la tête d'un homme qui est en pleine introspection, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé dans sa vie, etc. De pourquoi il n'arrive pas à être heureux, tout simplement avec une femme, de pourquoi sa dernière histoire a échoué, pourquoi il n'arrive pas à s'en remettre, etc. Il va faire des rencontres dans ce bois avec sa mère, des personnes qui vivent en vendant leur corps,
d'autres clubs qui y sont. Enfin voilà, c'est super intéressant. Alors déjà, il y a toute une vie dans ce bois de Boulogne qui est passionnante. Moi voilà, alors on entend des choses bien sûr, mais je soupçonnais pas forcément tout ce qu'il pouvait y avoir, toute cette vie qu'il pouvait y avoir dedans. Le refuge de ces chats que cette femme fait pour s'occuper et voilà, pour les nourrir. Elle leur fait des cabanes, elle leur amène à manger des croquettes, de l'eau, etc. Donc ça aussi c'est super. Et encore une fois, c'est un roman qui se lit enfin comme ça, quoi. On est pris par cette histoire d'introspection, de remise en question de sa vie et tout ça. Voilà quoi, on part d'une histoire d'un chat qui a disparu. Donc c'est vraiment super, je trouve, d'un petit truc qui semble un peu mineur, il arrive à en faire une super histoire, un super roman avec des personnages très attachants où on voit leur évolution, leur introspection. Enfin voilà, vraiment j'adore son style. C'est le 3e roman, comme je vous ai dit, que je lis de lui, que je dévore à chaque fois. Je suis fan. Il m'en reste un à lire, Les Orphées, je crois il s'appelle, que je vais me procurer incessamment sous peu pour le lire et encore me replonger dans son écriture que j'adore, dans ses personnages où j'aime comment il les développe, j'aime ce qu'il en dit, comment il les fait évoluer. J'aime vraiment beaucoup. Enfin bon, ça je pense que vous l'aurez compris. Donc pareil, je vous le recommande. Je me rends compte que j'ai fait vachement de lectures sympas sur ces 3 mois. C'est assez cool. C'est assez rare aussi. Alors, ensuite, j'ai lu Les Fils de la Poussière de Arnaldur Indridason. Bon, alors ça, pareil, ça va être un livre où j'ai pas été trop aventureuse dans le genre, puisqu'en fait, je suis déjà fan d'Arnaldur Indridason. Je vous en ai déjà parlé les années précédentes. C'est un spécialiste du roman polar en Islande. Et ça, en fait, c'est le tout premier roman qu'il a écrit et qui, enfin, est paru en France traduit. Donc forcément, quand il est sorti, je me le suis procuré, parce qu'il fallait au moins que j'ai le tout premier roman qu'il ait écrit. Et voilà, pour savoir un petit peu comment il avait commencé. Donc c'est son personnage favori, c'est Erlendur, qui est un policier. Et donc, dans son premier roman, on rencontre Erlendur, c'est là où on fait sa connaissance. Voilà. Alors c'est pas comme dans les autres romans où après c'est un personnage beaucoup plus important, on va dire. Là il est présent, mais c'est clairement pas il n'est pas autant présent que dans les autres romans qu'on peut lire de lui. Alors ce que j'aime bien avec Arnaldur Indridason, c'est déjà on connaît l'Islande, puisque c'est vrai que c'est un pays où on n'a pas beaucoup de littérature sur eux, on sait pas trop comment ils vivent, etc. Donc ça c'est chouette, à chaque fois moi j'adore me plonger du coup dans ce pays, en plus que je rêve de visiter, donc à chaque fois j'adore rien que pour ça. Et alors il a une façon d'écrire, lui c'est pareil, dès la première page tout de suite boum, c'est posé et alors on a envie de savoir ce qui se passe, on est pris dans l'intrigue et on le lit pareil, ça se dévore. Donc là, dans celui-là, dans son tout premier roman, on commence avec Daniel, qui est un quinquagénaire qui est en asile psychiatrique, en hôpital psychiatrique, et qui en fait un jour décide en peut plus et se suicide. Il saute par la fenêtre et il saute par la fenêtre devant son frère qui vient lui rendre visite. Donc forcément le choc du frère, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, et donc à partir de là, voilà, des questions vont naître dans sa tête. Surtout qu'en parallèle, le même soir, au même instant, dans une maison de la banlieue, un homme qui est attaché sur une chaise va être brûlé vif dans sa maison. Voilà, donc on a deux événements tragiques qui se passent le même soir, et en fait on va se rendre compte que les deux éléments sont liés. Donc on va avoir la police d'un côté qui va mener l'enquête sur cet homicide entre guillemets de cet homme qui a été attaché à une chaise et qui est mort, brûlé vif, et du frère qui va mener l'enquête sur le suicide de son frère en asile psychiatrique, de pourquoi il a sauté, etc. Et en fait on va se rendre compte que dans les années 60, des enfants d'une école ont fait l'objet de tests pharmaceutiques et que ça les a profondément perturbés et complètement détruits. Et voilà, et donc en fait ça va être cette enquête-là de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi d'un côté il y en a un qui est mort brûlé, de l'autre pourquoi il y en a un qui a sauté.
Voilà, donc la police et le frère vont se rencontrer bien sûr, ils vont s'entraider et on va cheminer comme ça jusqu'à la fin de savoir pourquoi. Donc c'était son premier roman. Alors c'est pas mon préféré parmi tous ceux que j'ai pu lire de lui, mais franchement, dès son premier roman, on voit clairement le talent qu'il a et après ça ne se dément pas, ça ne fait que s'améliorer je trouve dans les autres romans qu'il a pu écrire. Moi si je veux passer un bon moment, avoir un bon polar où l'intrigue elle est top, bah franchement je prends un bouquin d'Arnaldur Indridason et puis alors je suis perdue, là c'est bon, vous m'oubliez et je refais surface quand je l'ai terminé quoi. Je suis une passionnée de ces romans, donc pareil si vous ne connaissez pas, si vous cherchez un bon polar dans une ambiance un peu froide parce qu'on est en Islande etc, bah allez-y, franchement vous pouvez pas être déçus, voilà, c'est pas possible d'être déçu. Je l'ai fait lire, mon beau-père adore, mon mari adore, donc non c'est pas possible. Ma mère aussi a adoré ce roman. Voilà, donc je vous le recommande. Moi, je sais que j'en ai 3 autres à lire de lui. Je suis trop contente. J'ai qu'une idée là, c'est de les entamer. Mais j'essaye de renouveler, de pas faire que du polar ou pas faire. Voilà, j'essaye de varier un peu les plaisirs, mais il me tarde de les lire et puis de vous en parler à ce moment-là. Donc son premier roman, Les Fils de la Poussière, vraiment super. Je pense que les fans de polar ne peuvent que aimer. Alors ensuite, j'ai lu Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar. Alors, j'ai découvert cet auteur-là en lisant le préquel, d'ailleurs, de Les Lettres de Rose, qui s'appelle Les Secrets de Lola, Les Lettres de Lola. Je sais même plus. Je dois l'avoir quelque part. Bon, je sais plus. Bon, je vous mettrai ça en info, parce que là, je le retrouve pas. Les Lettres de Rose. Je crois que je l'ai lu l'année dernière, c'est pour ça. Bon, bref. Donc là, on est avec Lola, qui a été adoptée à l'âge de 3 mois. Et qui, maintenant, à l'âge adulte, elle a 27-28 ans, vit avec ses parents à Paris. Elle travaille avec eux dans leur petite boulangerie, sandwicherie, etc. Salon de thé. Et en fait, un jour, elle reçoit un coup de téléphone d'un notaire qui vit en province et qui lui dit qu'elle est sur le testament de sa grand-mère, qu'elle n'a donc jamais connue, qui s'appelle Rose. Et que donc elle est attendue pour hériter, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc forcément Lola elle veut pas y aller, elle a jamais connu cette femme, elle comprend pas pourquoi d'un coup là elle est mise sur son testament alors que voilà. Mais au fond d'elle, et son meilleur ami d'ailleurs l'incite, elle sent qu'il y a quelque chose malgré tout qui fait qu'elle a du mal avec les relations avec les hommes, qu'elle n'arrive pas à se projeter, enfin etc. Voilà, elle est un petit peu perdue. Donc une fois que son meilleur ami l'a convaincue en disant de toute façon au pire il se passera rien et au mieux tu auras des réponses sur ton histoire d'où tu viens, voilà, elle décide d'y aller. Et là le notaire lui explique qu'elle a hérité d'une maison, donc il y a elle et son cousin qui sont sur le testament. Donc le cousin il le prend très très mal parce que lui pour le coup il a vécu dans le village, il a connu sa grand-mère etc. et il comprend pas pourquoi d'un coup là il y a la cousine qui arrive, qui débarque, qui en plus lui souffle la plus belle des maisons, donc ça se passe pas très bien. Et Lola, du coup, pour hériter de la maison, ou alors du moins pour décider d'en disposer, d'en faire ce qu'elle veut, la vendre, ou voilà, s'en débarrasser ou la garder, elle va devoir, dans la maison, chercher des lettres de Rose qui va lui raconter son histoire, d'où elle vient. Et donc, on va remonter le temps avec les parents de Rose, puis avec Rose, et donc de la mère de Lola, de pourquoi, du coup, cette petite a été entre guillemets adoptée, pourquoi on l'a enlevée de sa famille puisqu'il y avait encore des gens vivants, pourquoi on l'a mis à l'adoption. Voilà, donc on va avoir pareil des femmes fortes avec un caractère fort, voilà, qui ont vécu énormément de choses puisque ça commence du coup pendant la Première Guerre mondiale, puis il y a la Seconde, etc. Donc c'est une histoire familiale avec des secrets, des choses très dures qui se sont passées, des femmes avec une vie pas toujours facile. Voilà, on est pareil, on est captivé, on mène l'enquête avec Lola, on veut savoir. Et en parallèle, on est avec Lola donc aujourd'hui, dans sa vie,
qui du coup apprend le passé de sa famille et ça va lui permettre de combler un peu les brèches qu'elle a dans son cœur, même si pourtant ses parents l'aiment plus que tout, lui ont tout donné, parce que c'était vraiment un bébé désiré. Mais voilà, le fait de mener cette enquête lui permet de combler finalement un petit peu les trous qu'elle avait au fond d'elle-même, dont elle n'avait pas forcément conscience. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je suis heureuse d'avoir découvert cette auteure Clarisse Sabart. J'ai envie de découvrir d'autres romans qu'elle a pu écrire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous en avez lu d'autres, de me dire en commentaire ce que vous me recommandez. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle lecture. J'ai ressenti pas mal d'émotions en lisant, voilà, de la colère, de la tristesse, de l'émotion, enfin voilà. Donc c'est vraiment un beau roman. Il a gagné un prix romantique, je crois, prix du livre romantique. Bah c'est ça, mais pas que. Voilà, il y a aussi d'autres choses derrière sur le portrait de ces femmes qui m'a vraiment touchée. Donc voilà, pareil, une très jolie lecture. Et enfin, j'ai relu plus exactement, Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. J'avais envie de me replonger dedans, je suis une fan. J'ai découvert Harry Potter avec la sortie du film, je connaissais pas les livres. Et dès qu'on a vu le film, bah, tout de suite on a enchaîné avec les livres. On les a dévorés à l'époque. Fan des films inconditionnels. Enfin voilà. Et donc j'avais envie de me replonger dedans. Surtout que au mois de mai, j'ai eu le bonheur d'aller voir les studios Warner avec tout Harry Potter, voilà les films. Et du coup, bah, j'avais envie de relire les livres, puisqu'on sait très bien que dans les livres, il y a toujours des détails en plus par rapport au film, puisque bah, forcément, dans un film, on peut pas tout mettre. Donc j'avais envie, voilà, de me replonger dedans. Et un vrai bonheur, hein, voilà, de le relire. Il y a des choses que j'avais oubliées, des détails qui sont revenus. Donc bah voilà, c'est un incontournable, hein, il est à lire. D'ailleurs, en tant que parent horrible, on oblige, façon de parler, on recommande vivement à nos filles d'abord de lire les livres avant de regarder les films. Et visiblement on a raison, puisqu'à chaque fois, notamment la grande dit « Ah mais il manque ça, mais il manque ça !» Du coup ça l'énerve un peu, mais ce qui est normal. Donc voilà, si vous êtes fan des films, que vous n'avez jamais pris le temps de lire les romans, lisez-les, vraiment. Parce que vous passez à côté de détails dedans qui sont vraiment super intéressants et qui des fois font un peu défaut au film, effectivement, parce qu'il faut aller plus vite, il faut que le rythme soit beaucoup plus rapide. Donc c'est vrai que il faut. Donc au cas où vous ne connaîtriez pas l'histoire, sait-on jamais. Donc on commence, on est avec Harry Potter qui est un enfant qui vit avec son oncle et sa tante, donc qui sont des moldus, c'est-à-dire des personnes sans pouvoir magique, et qui le jour de ses 11 ans reçoit une lettre pour lui dire que c'est un sorcier et qu'il est invité à aller à l'école de sorcellerie Poudlard et d'être sous l'enseignement du plus grand des directeurs, Albus Dumbledore. Voilà, donc on est avec l'histoire de Harry qui va avoir sa vie bouleversée du jour au lendemain, puisque de simple enfant classique qui vit avec son oncle et sa tante une enfance clairement pas heureuse, va se retrouver dans un monde qui lui est totalement inconnu. En plus, il va découvrir qu'il est célèbre, puisque c'est le seul qui a survécu à celui dont on ne doit pas dire le nom. Donc je ne dis pas le nom, je ne dévoile rien, au cas où vous ne soyez pas au courant. Et voilà, et on va être avec Harry, qui va se faire des amis que sont Ron et Hermione. Et il va leur arriver plein de choses dans cette première année à l'école des sorciers. Voilà. Donc d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en France il s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers, alors que le livre anglais ne s'appelle pas du tout comme ça, il s'appelle Harry Potter et la pierre philosophale. Donc c'est marrant, nous on a changé le titre, sûrement pour voir si ça allait prendre, puisqu'après par contre les autres tomes ont bien le même nom que les livres sortis en Angleterre. Donc c'est assez marrant, je pense que nous c'était pour voir si ça allait prendre qu'on l'a écrit, qu'on l'a appelé à l'école des sorciers. Et bon, bah vous savez que ça a pris, hein, parce qu'on sait le succès que ça peut avoir. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Nous, on a décidé de se les racheter dans cette collection-là, qu'on trouve vraiment très jolie. Voilà. Donc, bah, le second sera Harry Potter
à l'école des sorts, n'importe quoi. Et la chambre des secrets. Voilà. Donc que je vais m'empresser de lire, de me replonger dedans, puisque pareil, au final maintenant j'ai plus les films en tête, puisqu'en plus je suis une grosse maniaque des films. Donc voilà, je les ai bien en tête, donc je suis contente de me replonger dedans, de me rappeler de certaines choses que j'avais complètement oubliées, puisque pas du tout abordées dans les films. Donc voilà, je suis contente et j'avais envie d'un petit peu de légèreté après les livres bien intenses que j'avais lus sur ces différents mois. Voilà, j'avais envie de magie, voilà. Donc du coup, j'ai pris Harry Potter. Donc voilà pour ma sélection de livres. Donc je vais vous dire par rapport à mon défi dans quelle catégorie je les ai rangés. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors, donc, La Citadelle de Éric Metzger, je l'ai mis dans la catégorie 2, un livre dont l'action se passe principalement sur une île, puisque ça se passe principalement en Corse. Ensuite, Le Prix de Cyril Gély, je l'ai mis dans la catégorie 4, un livre avec un homme sur la couverture. Voilà, puisqu'on le voit... Otto Hahn et Lise Meitner sur la couverture. Ensuite, j'ai mis Juste après la vague de Sandrine Collette. Je l'ai mis dans la catégorie 28. Un livre de type post-apocalyptique. Puisque du coup, on se passe après une éruption volcanique, la montée des eaux, on est submergé. Enfin voilà, c'est clairement pas fun. Hein. Donc voilà, je l'ai mis là, dans cette catégorie-là. Ensuite, La Tresse de Laetitia Colombani, je l'ai mis dans 40, un coup de cœur du staff. Voilà, puisque le groupe qui met en place le défi lecture a adoré ce livre. Et voilà, pareil, c'était aussi un coup de cœur pour moi. Donc je l'ai, voilà. Il est dans cette catégorie-là. Adolphe a disparu, de Éric Metzger. Un livre qui contient le mot chat en dehors du titre. Voilà, et il y a plus qu'une fois le mot chat, puisque c'est quasiment les personnages principaux du livre. Ensuite, j'ai mis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi dans la rubrique 51, un livre qui se passe en grande partie sur un moyen de locomotion, puisque on est quasiment tout le livre dans le camping-car. Ensuite, j'ai mis Le baiser de Sophie Brocasse dans 63, un livre qu'on vous a offert, puisque c'est mes beaux-parents qui me l'ont offert. Les fils de la poussière de Arnaldur Indridason. Vous savez comme je le dis bien, hein, parce que c'est pas évident hein, les noms islandais. Hein. Dans la rubrique 77, un livre qui pourrait aller dans 3 autres catégories du défi 2019. Voilà. Et alors je sais plus pourquoi, mais il peut aller dans plein d'autres catégories, donc du coup je l'ai mis là. Alors, Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar, je l'ai mis dans la rubrique 81, un livre dont vous retrouvez le titre dans l'histoire. Voilà, puisqu'effectivement, Les Lettres de Rose, je vous dis rien, mais vous le retrouverez dedans. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorido, 82, un livre d'un auteur italien. La rubrique 87, un livre lu dans votre jeunesse avec Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, de J.K. Rowling. Et après, voilà, c'est déjà pas mal. Donc en tout, du coup, j'en ai lu sur les 3 mois, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'en ai lu 11 pour ces 3 mois-là. Donc je vous mettrai comme d'hab le récap des lectures en barre d'infos. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me dire si vous les avez lus, les romans que moi j'ai lus, si vous avez envie de les lire. Ce que vous êtes en train de lire. On n'a jamais assez d'idées au niveau lecture, donc moi je suis toujours preneuse de voir un petit peu ce que vous êtes en train de lire pour m'en inspirer. N'hésitez pas à mettre un pouce, voilà, c'est toujours sympa. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!